Passons à la politique donc. Philippe Ballard, merci d'être avec nous. Je rappelle que vous êtes député du Rassemblement national. Vous êtes un ancien journaliste. Et depuis le début de cette polémique qu'il y a autour de Grégoire de Fournas, je pense à vous. Je me dis, mais qu'est-ce que pourrait ou aurait dit le responsable politique qui était ancien journaliste? Comment il l'aurait lancé, Grégoire de Fournas? Vous évacuez l'aspect politique. Comment vous auriez traité ce sujet-là? Est-ce que c'était une faute? Est-ce que c'était un acte raciste, une injonction raciste? Est-ce que c'était une bourde? Est-ce que c'était maladroit? Qu'est-ce qu'aurait dit le journaliste? Là, déjà, on est dans le commentaire. Oui. Et avant, il y a le factuel. Oui. Parce que moi, j'étais sur des chaînes d'information, radio. Je peux vous dire que j'étais en direct et il y avait le rappel des titres. Avant, c'était tout sauf factuel. On était dans le commentaire. Enfin, il y a deux phases. Vous faites du commentaire sur CNews et c'est très bien. J'adore venir chez vous pour débattre. Mais de temps en temps, il y a des rappels de titres, il y a des journaux où on doit rester impartial. Et là, c'était tout sauf impartial. Enfin, voilà. Donc, alors après, on rentre dans le commentaire. Moi, il se trouve que j'étais dans l'hémicycle quand ça s'est produit. J'écoutais attentivement, d'ailleurs, la question que posait mon collègue de LFI. Et mon collègue de Fournas, il a 1m50 de moi. Et juste avant son intervention, moi, j'avais interpellé mon collègue de LFI en lui disant « Attendez, vous facilitez le travail des mafias. » Bon, il a continué sa démonstration et il y a la phrase donc... qu'il retourne en Afrique. Voilà, qu'il retourne en Afrique. Moi, alors, il y a eu ce procès après. C'est un procès, c'est à la limite entre le macartisme et puis le procès stalinien. Les gens qui l'ont jugé étaient quand même ceux, encore une fois, moi j'étais dans l'hémicycle, qui sont descendus, qui étaient devant lui, qui le pointaient du doigt en lui disant « dehors, dehors, dehors ». Et ce sont eux qui l'ont jugé et donc qui lui ont donné cette peine. Alors, il faut s'intéresser à cette peine, parce que justement, moi, depuis... On va y venir. Je constate, cher Philippe Ballard, que vous n'êtes plus du tout journaliste. Ça y est, vous êtes politique. Je vous pose une question. J'ai fait une émission sur une chaîne d'info tout à l'heure, parce que j'ai questionné une députée Renaissance. Oui, et on m'a dit, oui, vous retrouvez vos anciennes... Non, là, ça y est, vous avez remis votre costume de politique, mais c'était la petite parenthèse, vous ne voulez pas répondre à la question. Est-ce que c'est une bourde? Est-ce que c'est une faute? Est-ce que c'est... Ah non, mais c'est pas une faute. Ah non, attendez, je vais vous c'est maladroit, c'est grotesque, j'en sais rien. Moi, je l'aurais formulé différemment. Mais après, quel est le problème? Enfin, attendez, en 30 secondes. Là, on parle de quoi? De mafias qui organisent des transferts de pauvres bougres sur les plages en Tunisie, en Libye, et ils leur disent, allez, vous pouvez monter sur les Zodiacs Troués, c'est pas grave, il y a des gros bateaux là qui vont aller vous chercher au large. Alors, ces gros bateaux, on sait ce qu'ils ont en tête. Ils sont immigrationnistes. Ils récupèrent ces gens, qu'on sauve des gens en pleine mer. Effectivement, il n'y a rien à dire. Qu'est-ce que vous voulez dire à ça? Qu'on les soigne, si nécessaire, oui, très bien. Qu'on les nourrisse, très bien. Mais après, c'est pas la marche avant, c'est la marche arrière, c'est direction le sud. Et on doit les ramener. Et là, on a le débat sur la politique migratoire. On les ramène dans les ports, généralement c'est en Tunisie, en Libye. D'où la phrase, ils retournent en Afrique. Mais à partir du moment, et encore ce matin, j'ai eu le débat avec un député de la NUPES qui m'a dit, vous êtes raciste de penser comme ça. Non, c'est une politique migratoire. Mais ça, ça s'entend. Mais oui, et on nous dit, mais vous êtes raciste. Et mon collègue de Fournas, il s'est fait embringuer là-dedans. Et il n'a pas compris ce qui se passait. Il m'a regardé, il m'a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il n'a pas eu la même explication et la même rondeur, ou en tous les cas la même précision que vous avez maintenant. J'ai plus de temps. Oui, vous avez peut-être plus de temps et c'est peut-être effectivement une présence d'esprit. Venons-en au fait. Aujourd'hui, à 27 ans, Jordan Bardella prend la tête du premier parti d'opposition de France. Il devient officiellement le président du Rassemblement national. Et c'est quand même intéressant de voir que pendant 50 ans, ce parti, à la tête, c'était un Le Pen, ou une Le Pen. Et désormais, ce sera donc Bardella, Jordan Bardella, 27 ans, ascension fulgurante. Élodie Huchard, pour CNews, était sur place. Elle nous fait le point et ensuite on en parle. Une page se tourne pour le Rassemblement national. C'est donc la fin de la dynastie Le Pen depuis 50 ans, depuis la création du Front national. Il y avait eu Jean-Marie, puis Marine Le Pen. Et donc désormais, ça sera Jordan Bardella, le nouvel homme fort du parti. Il a 27 ans, il a été tête de liste aux élections européennes. Il assurait la présidence du parti par intérim. Un score sans appel, presque 85% des voix. Dès ce dimanche, il va réunir les instances dirigeantes. Il fera une conférence de presse mercredi. Et puis très rapidement, il va falloir s'atteler aussi au fond, même si sur la ligne rien ne devrait changer fondamentalement. On se rend compte que Marine Le Pen évidemment est encore très présente pour tout le monde. Et puis lors de son discours, elle a lâché cette phrase: je ne quitte pas le parti pour me mettre en vacances, je resterai pleinement mobilisée, je serai là où le pays et la cause nationale auront besoin de moi. De là à penser qu'elle pense à 2027, il n'y a qu'un pas. Est-ce que pour vous c'est une passation de pouvoir, Sandrine Pégan? Est-ce que aujourd'hui le nouveau boss du Rassemblement national c'est Jordan Bardella, ou finalement il est le boss dans les statuts, mais la patronne, elle s'appelle Marine Le Pen? Je choisis la deuxième version. D'accord. Officiellement, c'est le président, et sauf qu'en toile de fond, ça reste quand même Marine Le Pen qui est
va dire, la reine encore, la présidente de fait, je pense. Je trouve que Jordan Bardella, quand même, c'est un très, très bon communicant. On le dit tous sur les plateaux. Il a un sens de la rhétorique extraordinaire. On écoutait son discours qui a duré plus d'1 demi-heure et je ne pouvais pas m'empêcher de me dire qu'à 27 ans, il a été élu à 85% pour être président à 27 ans, alors qu'il a adhéré au parti, il n'en avait que 16 ans. Donc je me dis, en l'espace d'une dizaine d'années, c'est juste incroyable. Ascension fulgurante, vous l'avez dit tout à l'heure, Elliot. Mais passation de pouvoir, oui, sauf que maintenant, il va falloir qu'il tienne l'intendance, puisque Marine Le Pen va se présenter aux élections présidentielles, elle l'a dit. Donc ça va être ça que sa conquête. Donc il va falloir qu'il tienne l'intendance. Et à un moment donné, ça va être compliqué pour lui, puisqu'on a bien vu qu'au régional, ça ne s'est pas très, très bien passé. Donc il va falloir qu'il existe par lui-même. Donc voilà. Vous me faites la transition parfaite, Sandrine Pégan, parce qu'on va écouter Marine Le Pen qui dit « Je ne quitte pas la présidence pour partir en vacances ». Écoutez Marine Le Pen. Je ne quitte pas la présidence de notre mouvement pour partir en vacances. Je reste plus que jamais mobilisée. Il n'y aura pas de repos pour moi, comme pour chacun d'entre nous, que lorsque nous aurons redressé le pays. Pour l'avenir, pour le mouvement comme pour la France, il va de soi que je serai où le pays et la cause nationale auront besoin de moi. Philippe Ballard. C'est impossible que les choses bougent avant 2027. C'est-à-dire que là, c'est Marine Le Pen qui sera candidate et Jordan Bardella qui s'occupe vraiment du parti, de l'intérieur, qu'on garde un certain équilibre au sein du Rassemblement national. Il faut garder, on marche sur deux jambes. Voilà. Mardi matin, réunion de groupe à 11h. Et tous les mardis matins, à 11h, il y a côte à côte Marine et Jordan. Voilà, on a compris que la vie politique française s'était déplacée maintenant dans l'hémicycle. On en a la preuve quasiment quotidiennement. Nous, on a un groupe de 89 députés avec Marine Le Pen à sa tête. La politique française se fait à l'Assemblée au quotidien. Après, il y a la vie du parti. Jordan veut monter une école des cadres, par exemple, avec Jérôme Sainte-Marie. Et puis, il nous demande déjà de préparer les municipales, les départementales, les européennes évidemment avant, mais enfin les municipales pour les députés et les départementales. Et on commence à regarder, à mettre en place des équipes potentiellement, regarder ce que l'on peut faire. Donc il faut les deux dans un parti, bien évidemment. Ça va tellement vite pour Jordan Bardella qu'il peut se dire, mais dans 5 ans, moi, 2027, c'est très loin. Moi, je le connais. Je lis. Il a la grosse tête. Non, je peux vous dire, je le connais quand même modestement assez suffisamment. Il n'a pas la grosse tête. Et j'aurais juste rebondir sur ce que vous avez dit, parce que moi, j'ai une anecdote quand même sur Jordan Bardella. Moi, je l'ai connu. Je faisais le même métier que vous, j'animais une émission, il y avait 4 personnes autour de la table, c'était en juin 2017. Je ne connaissais pas en fait. 3 députés, tous les chiquiers politiques, et lui. Et il les a, mais alors pardon, explosés quoi. C'était balle trappe. Et je me suis dit pendant l'émission, putain le gars, mais quel talent. Et après l'émission, je l'ai raccompagné dans les couloirs, on a discuté pendant 20 minutes, une demi-heure, et il n'y avait pas qu'en débat qui était bon. Celui-là, il avait une vision sur l'avenir politique, l'avenir d'un parti, etc., etc. Et je me suis dit, ce jour-là, 2017, il avait 21 ans, donc, il a un boulevard, ce garçon, devant lui. A priori, je ne m'étais pas trompé énormément. Marine Le Pen qui l'a recruté en quelque sorte, qui l'a repéré, qui a senti le potentiel de Jordan Bardella et qui s'est dit « Ah !» C'est assez facile de le sentir, le potentiel. Donc, il ne faut pas oublier qu'il a fait une excellente campagne des Européennes. Je veux dire, ce qui le révèle, c'est vraiment 2019 et cette campagne des Européennes où il double au poteau la liste de la majorité. Et c'est ça qui le fait exister politiquement. Après, on ne va pas se leurrer. Marine Le Pen, aujourd'hui, est quand même la mieux placée dans son camp pour 2027. Vous savez, on est tous très politisés sur ce plateau. On suit tous la politique au jour le jour. Quand vous interrogez les Français sur qui ils connaissent aujourd'hui dans la vie politique, il y a 3 noms qui ressortent. Emmanuel Macron, Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen. Et en réalité, les électeurs votent souvent pour les gens qu'ils connaissent. Hors de ces 3 figures aujourd'hui, il est assez difficile d'exister. Donc Marine Le Pen a encore de très beaux Vous êtes un peu dur parce que j'ai vu un sondage sur les personnalités politiques d'avenir. D'ailleurs, on se rend compte que c'est principalement les personnalités de droite qui sont dans le top 15. Et vous avez Jordan Bardella, si je ne m'abuse, qui est numéro 5. Bien et sûr. D'ailleurs, Marion Maréchal est juste derrière. Mais vous avez toujours des personnalités politiques qui vont, dans la partie la plus politisée de la population, être plébiscitées. Mais lorsque vous interrogez la France profonde, celle qui ne s'intéresse à la politique que pour les élections, eh bien, en règle générale, elle voit les figures qui se sont déjà présentées à la présidentielle. Quand vous avez déjà un passif présidentiel, c'est pas du tout un boulet, c'est plutôt au contraire une fusée. Autre séquence, et on reste sur la forme, parce qu'on a senti quand même un Jordan Bardella qui était empreint d'émotions très émues, avec une première partie sur rendant hommage à sa mère et à Marine Le Pen. Et au moment où il rend hommage à Marine Le Pen, peut-être que c'est parce qu'il a peut-être fait une introspection sur ce qu'il venait de vivre ces 15-20 dernières années et le parcours qu'il avait auprès de sa mère,
qu'il a eu cette émotion. Regardez, j'avais l'impression qu'il allait pleurer, finalement, qu'il était au bord des larmes. La deuxième personne à qui je dois ce que je suis, c'est Marine Le Pen. Elle m'a fait découvrir la politique. Elle m'a donné le goût de l'engagement et la passion de ce peuple merveilleux qui est le nôtre. Vous avez été surpris, Philippe Ballard ? Moi, on était sur le bureau national, les membres étaient sur une estrade, donc on était à côté de lui. Et effectivement, on s'est regardé. On a été surpris. Alors, oui, on a été surpris de cette émotion, parce que c'était pas un truc calculé, c'était pas vain, c'était pas du cinéma comme on dit. C'était vraiment sincère. Mais ce qu'il dit, je dois tout à Marine Le Pen. Il nous le dit souvent en privé, comme ça. C'est pas cette phrase-là. Moi, je l'ai entendue des dizaines de fois. Alors, quand on la prononce, alors qu'on vient d'être élu avec 84% devant une salle remplie de militants, la ferveur, la mutualité, etc., etc. Oui, je pense qu'il a ressenti quelque chose. La publicité, on revient dans un instant, parce que là, on a parlé des choses positives, on va reparler des choses qui fâchent, parce qu'il y a un peu de tension au sein du Rassemblement national, Philippe Ballard. Ah bon ? Je vous donne un prénom et un nom. Steve Briois, pardonnez-moi. Ça commence bien. Mais Steve Briois, ça vous dit quelque chose quand même ? Oui, absolument. Bon, vous allez nous expliquer ce qui se passe avec Steve Briois. Et ensuite, on reviendra sur la polémique, bien sûr, de Grégoire de Fournas. La pub. Quasiment 21h30 sur CNews, on fait un point sur l'info et on reprend le débat. On a parlé de l'émotion ce samedi à la Mutualité lors de la prise de pouvoir de Jordan Bardella à la tête du parti. Il y a eu l'instant émotion et puis il y a eu l'action, la contre-attaque et les réponses après cette exclusion temporaire du député Grégoire de Fournas à l'Assemblée nationale. On voit ça dans un instant, mais avant, le point sur l'info puisqu'il est 21h30. Canal+ et TF1 trouvent un accord. Il prendra effet à compter de ce lundi. Depuis début septembre, la filiale de Vivendi avait cessé de diffuser les chaînes de Bouygues sur tous ses canaux de distribution, faute d'un accord financier. Un retour à la normale donc à l'approche de la Coupe du Monde au Qatar qui commencera le 20 novembre prochain. Feu vert du Sénat pour l'accélération des énergies renouvelables. Porté par Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition énergétique, le projet de loi a été adopté en première lecture. Il prévoit notamment le développement de l'énergie solaire et de l'éolien en mer. Et puis 50% des salariés de Twitter bientôt licenciés. Elon Musk justifie cette décision par les pertes financières du groupe qu'il vient d'acquérir. L'entreprise californienne comptait près de 7500 employés fin octobre. 5 employés tout juste remerciés ont déposé un recours collectif contre le groupe. À 27 ans, Jordan Bardella prend la tête du premier parti d'opposition. Je le disais, de l'émotion, on l'a vu. Place à l'action, puisqu'il a contre-attaqué à peine arrivé à la tête du parti. Le voilà répondre aux polémiques et notamment à cette affaire Grégoire de Fournas. Réponse de Jordan Bardella, qui était l'invité du 20h ce soir. Ce qui est clair, c'est qu'il y a eu une incompréhension et probablement une maladresse. Mais le bureau de l'Assemblée nationale, je reviens sur ce que vous avez dit, a écarté totalement l'accusation de racisme et reproche en fait à notre député d'avoir créé un tumulte dans l'Assemblée nationale. Fin du débat. La vérité, c'est que le gouvernement allié à l'extrême gauche de M. Mélenchon tente d'intimider l'opposition et de nous empêcher d'aborder la question de l'immigration. Ce discours est un peu plus policier que ce qu'on a pu entendre Benjamin Morel à la Mutualité. À la Mutualité, Jordan Bardella parle de chasse à l'homme. Oui, il va extrêmement loin. Alors après, c'est vrai qu'il y a une question d'ambiguïté, c'est-à-dire qu'on a beaucoup discuté en réalité s'il s'agissait du bateau ou s'il s'agissait du député. S'il s'agit du bateau, en effet, là, ça pose un problème, parce qu'il y a une irresponsabilité des propos parlementaires, et ce faisant, la sanction apparaît totalement disproportionnée, pour ne pas dire problématique, parce qu'elle n'aurait pas dû avoir lieu. Si on parle du député, en effet, c'est fondamentalement problématique. Si vous considérez que le « il » qualifie le député, à ce moment-là, il n'y a pas de problème avec la sanction. En revanche, si jamais il qualifiait le bateau, à ce moment-là, en effet, on peut dire que c'est une forme de chasse à l'homme. Je me tourne tout de suite vers l'avocate que vous êtes, maître Sandrine Pégan. Je crois que dans le droit pénal, le doute doit profiter à l'accusé. Doit profiter à l'accusé, en quelque sorte. Doit profiter au député. Vous avez l'impression qu'il a vécu une chasse à l'homme, Grégoire de Fournas, ces 48 dernières heures ? Alors,
je vais vous parler en tant qu'avocat et je vais utiliser même des termes que j'utiliserais moi si j'étais dans un prétoire. Je dirais qu'en fait, il a contribué à la réalisation de son dommage. C'est-à-dire que c'est bien beau de se cacher derrière le fait que c'était une maladresse, sauf qu'à un moment donné, on est un homme politique, on maîtrise aussi le vocabulaire français, on aurait peut-être pu utiliser d'autres termes que cela. Après, j'ai un doute sur justement le fait que c'était des propos à connotation raciste, et je pense que vous parliez tout à l'heure de procès dans le bureau. Au moment du vote, ça a dû être compliqué quand même, puisqu'ils ont dû reprendre, j'imagine, le compte-rendu de l'Assemblée, de regarder les procès-verbaux, etc. Donc oui, le doute, il a été habité par tous, mais mine de rien, il y a eu une sanction, non pas sur les propos, mais sur le fait que ça a créé un tumulte. Oui, enfin, la version qui a été retenue, c'est quand même la version du bateau. Or, on l'a condamné pour des propos qui concernaient le député. Je vois donc une certaine dissonance dans tout ça. Il a pris une sanction, non pas pour des propos insultants contre un député. À caractère raciste. Voilà, pour tumulte. Oui, pour tumulte. Oui, donc du coup. Le tumulte. Mais c'est parce que justement, il y avait un doute. Il y avait un doute sur ces propos-là, véritablement, s'ils étaient destinés. Les députés LFI, ils peuvent créer un tumulte aussi quand ils veulent. Et à ce compte-là, ils peuvent faire sanctionner n'importe qui. Et c'est bien là le problème. Qui est responsable du tumulte? Est-ce que c'est celui qui a usé de la langue française? Alors peut-être maladroitement, mais désolé. C'est pas particulièrement violent. On a déjà entendu bien pire à l'Assemblée nationale. Je vous rappelle qu'il y a quand même un député LREM qui a fait un salut nazi qui n'a pas été sanctionné. Bon, bref. Ah si, il a eu un rappel à l'ordre. C'est vraiment la peine minimum. Ah oui, mais mine de rien, c'est quand même une sanction. Il y a un rappel à l'ordre. Philippe Ballard. Pour un geste qui, pour le coup, est sans équivoque. Philippe Ballard, comment vous avez vécu ces 48 dernières heures? Qu'est-ce que vous avez dit? Ça y est, en fait, on est une cible. On a un député qui a dérapé, qui est allé un peu trop loin, mais on l'attaque sur quelque chose qu'il n'a pas dit, ou en tous les cas, c'était pas l'expression, c'est-à-dire cette injonction à caractère raciste. Et aujourd'hui, voilà, il y a une chasse à l'homme. Alors, 2 points. Premier point, moi, encore une fois, je l'ai vécu. Et De Fournas s'est retourné vers moi au bout de 30 secondes, mais qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce qui se passe? Alors, je lui ai dit, en tant qu'ancien, j'ai suivi la vie parlementaire. Il y en a pour 2-3 jours. Là, ils ont trouvé un os à ronger parce que tous les députés LFI se sont levés, mais alors comme un seul homme. On aurait dit des pantins qui sortaient, alors que le député, mon collègue de LFI, lui, a même rétorqué à De Fournas en disant certainement pas. Et là, ils se sont dit, il y a un os à ronger, on va monter tout ça en mayonnaise. La majorité présidentielle a enchaîné. Pourquoi? Parce que ça les arrange. Parce que pendant ce temps-là, on ne parle plus de cadenas, on ne parle pas des déboires de la NUPES. Si vous regardez d'ailleurs le détail du vote de la motion de censure, 188 voix, dont 89 du Rassemblement national. Il y a une petite différence entre le nombre de députés NUPES et... voilà. Donc... Comme ça, on évacue le problème. Et puis, pour la majorité présidentielle, ça empêche de parler du 49.3 et de tout leur déboire. Donc ça, c'est le premier point. Et puis, le deuxième point, mais vous l'avez très bien dit, et pour être précis, et ça tient en une phrase, l'article 70 sur laquelle a été puni mon collègue, l'alinéa dit, c'est celui qui a été retenu, peut faire l'objet de peine disciplinaire un membre de l'Assemblée qui se livre à des manifestations troublant l'ordre ou qui provoque une scène tumultueuse. Bon, c'est la NUPES qui l'a provoqué. Ça, c'est ce qui a été retenu. L'alinéa 2, s'il avait proféré des propos racistes, c'est celui-là qui aurait été retenu. Et pour la NUPES, comme pour la majorité présidentielle, il a tenu des propos racistes. Donc pourquoi n'a pas été retenu l'alinéa 2 qui dit... qui se livre à une mise en cause personnelle, qui interpelle un autre député ou qui adresse à un ou plusieurs de ses collègues des injures, provocations ou menaces. Si on considère qu'il a tenu des propos racistes envers notre collègue de la France Insoumise, c'est l'alinéa 2 qui a été retenu. Mais il n'a pas été retenu, on a retenu l'alinéa 2. Donc chasse à l'homme, oui. Et ce qui est très intéressant, c'est que ça faisait 48 heures qu'il y avait une sorte de psychodrame médiatico-politique autour de cette injonction, que dans un premier temps, les LR, et notamment Éric Ciotti, a condamné cette déclaration de Grégoire de Fournas. Et puis finalement, le lendemain, il n'y avait que 2 députés des Républicains qui étaient présents pour voter cette sanction. Ils sont très peu présents, les Républicains, actuellement, au Parlement. Oui, écoutez, 2 sur 65, c'est quand même effectivement très très peu. On va écouter François-Xavier Bellamy. Alors, il n'est pas député, mais il est député européen, les Républicains, et lui, il s'est dit effaré par cette polémique. Écoutez. Moi, je suis effaré par le fait que depuis 2 jours, la totalité de notre débat public se concentre sur ce qui, manifestement, apparaît comme une accusation infondée. On ne peut pas nous faire croire que ce député parlait de son collègue. Mais qu'il parle de son collègue ou des bateaux de migrants, pour vous, ce ne sont pas des propos racistes. Ça fait une énorme différence parce que, comme l'a dit Bruno Retailleau dans un texte qui a été l'occasion pour lui de revenir sur ce sujet, qui est un sujet fondamental, si on dit que des migrants illégaux doivent retourner
là d'où ils sont partis, ça n'est pas raciste. Si on n'a plus le droit de dire ça, c'est qu'en fait, on n'a plus le droit de se doter d'une politique migratoire. Ils sont deux chez les Républicains, Benjamin Morel, à avoir tenu un peu cette ligne. C'est Nadine Morano, François-Xavier Bellamy. Oui, parce que c'est un peu courage-fuyant, évidemment. Il ne s'agit pas de se mettre en porte-à-faux avec, d'un côté, une partie de son électorat ou une autre. Donc on peut, entre guillemets, concevoir ça d'un point de vue politique. Je crois que la question raciste par raciste n'est pas la question importante si on raisonne réellement en droit, là. Le problème, c'est que vous avez une esclandre et que cette esclandre suffit à sanctionner et exclure un député. C'est-à-dire qu'on a réagi par l'émotion et pas par raison ? En partie, mais ça veut dire qu'on crée, et ça c'est très très important en droit parlementaire, on crée un précédent. La prochaine fois, il y aura une jurisprudence de Fournas. D'une certaine façon, la prochaine fois que vous avez une esclandre en séance parce que quelqu'un dit quelque chose qui pourrait être interprété d'une telle et telle façon, est-ce qu'on va l'exclure pour 15 jours ? Probablement que du coup, on aura du mal à argumenter que non. Et si on commence à exclure tous les députés pour 15 jours à chaque fois qu'il y a une esclandre en ce moment à l'Assemblée nationale, je vous laisse imaginer à quoi va ressembler l'Assemblée nationale. Donc, ces derniers temps, on a eu l'affaire Quatennens-Savant, il doit partir, etc. Quand Mathilde Panot, par exemple, interpelle la Première ministre il y a quelques mois en disant « vous êtes une rescapée » en connaissant le parcours et l'histoire d'Elisabeth Borne et de sa famille, est-ce qu'on pourrait envisager que maintenant, jurisprudence de Fournas, bam, sanction justement, ça ne dépend pas des propos qui ont été tenus, ça dépend de la réaction, de la réaction de la séance. Et donc, ce faisant, ça pose problème. Vous savez, tout notre droit parlementaire a été construit sur ne pas faire ce qui s'est passé durant la Convention sous la Révolution, où on purgeait les députés par vagues. Donc, si on commence à virer des députés ou à leur demander de démissionner à la moindre esclandre en séance, on va dans quelque chose qui devient fondamentalement dangereux. Ce qui est terrible, c'est qu'on n'est absolument pas allé sur la question de fond. Et la question de fond, c'est que faire de ces bateaux humanitaires en Méditerranée qui viennent en aide à des migrants qui tentent de rejoindre l'Europe. Prenons le cas, par exemple, de l'Ocean Viking, bateau qui transporte 234 migrants. Impossible d'accoster pour le moment, malgré la pression sur l'Espagne, l'Italie et également la France. On va voir le sujet d'Augustin Donadieu et on va se poser cette question avec vous, Philippe Ballard. Je rappelle que vous êtes député du Rassemblement national. Qu'est-ce qu'on fait ? Voilà plus de 10 jours que les 234 migrants sauvés par l'Ocean Viking attendent de pouvoir débarquer. Après avoir essuyé un refus de l'Italie, SOS Méditerranée qui exploite le navire demande de l'aide à la France, l'Espagne et la Grèce pour pouvoir accoster. Pour Gérald Darmanin, Rome ne respecte pas le droit international. C'est le port le plus sûr et le plus proche qui doit l'accueillir, en l'occurrence l'Italie. Nous avons dit à nos amis italiens que nous sommes prêts à prendre bien évidemment une partie des femmes et des enfants. Jusqu'à maintenant, 20 demandes de port sûr ont été formulées par l'ONG. Toutes sont restées vaines. Alors voyant le mauvais temps arriver, le navire s'est positionné à moins de 50 km des côtes italiennes. La France n'a pour le moment pas répondu à l'appel de détresse. La députée européenne Nadine Morano dénonce un système de sauvetage qui incite à l'immigration. Moi, je ne veux pas que ces personnes risquent leur vie en mer. Je ne veux pas qu'on les incite à partir. Je ne veux pas qu'on leur réserve un destin à vivre dans des bidonvilles. Moi, je veux une immigration qui soit choisie. Je ne veux pas qu'on continue à instrumentaliser tout ce système qui est une pompe à immigration illégale. C'est ça la vérité. Au total, 4 bateaux de sauvetage se trouvent actuellement en mer, avec à leur bord plus de 1000 personnes qui attendent de pouvoir débarquer sur le continent européen. En 2017. Bon, voilà pour cette situation. Je me tourne vers vous, Philippe Ballard. Et là, il faut vraiment qu'on arrive à comprendre quelle solution, qu'est-ce que vous proposez pour ces migrants qui, là, sur ce bateau, l'Ocean Viking, qui sont 234, mais je crois que ça représente sur les 4 bateaux un peu plus de 900 migrants illégaux. Mais un pays a le droit de choisir quand même sa politique migratoire, de savoir qui rentre sur son territoire. C'est la moindre des choses. Alors, en condensé, je vais vous refaire l'explication de tout à l'heure. Là, ce à quoi on assiste, c'est tout simplement des réseaux mafieux qui envoient ces pauvres bougres se faire récupérer au péril de leur vie en pleine mer par des bateaux qui sont immigrationnistes, qui sont idéologiquement pour l'immigration. Donc qu'on sauve ces personnes, il n'y a pas de problème, qu'on les soigne, il n'y a pas de problème, qu'on les nourrisse, il n'y a pas de problème, mais on n'a pas à les recevoir sur le territoire national. Ils doivent retourner en pleine humanité. Ça s'appelle avoir une politique migratoire ferme mais humaine. Est-ce que c'est raciste ça, par exemple, selon vous, Sandrine Pégan ? Oula, vous m'emmenez sur un terrain... Bah oui, mais c'est la question qui s'est... pardonnez-moi, c'est la question qui s'est posée à l'Assemblée nationale. Est-ce que c'est raciste ? Non, je ne pense pas. À partir du moment... Là, de toute façon, on est face à une urgence humanitaire. Là, vous disiez que chaque pays a le droit de contrôler sa politique d'immigration. Sauf que quand on regarde le droit international de la mer, en fait, il ne résout même pas ce problème. Parce que vous parliez aussi de ces passeurs qui, justement, utilisent ces bougres. Il faut savoir que les passeurs, ils prennent 300 €.
par clandestins immigrés qui réussissent à mettre sur un bateau. Parfois même plus. Oui, en tout cas, c'est 300 € en moyenne. Donc, je vous laisse imaginer l'argent qu'ils se font et l'économie souterraine. Donc, le droit international de la mer, en fait, il ne résout même pas cette question. C'est-à-dire qu'il y a l'État côtier qui, de par sa souveraineté des eaux intérieures, donc comme la souveraineté des territoires internes, eh bien, a le droit de bloquer, s'il veut, son port. Sauf que donc, comme là, on est face à une urgence humanitaire, c'est sûr qu'on pourrait bien évidemment penser au fait qu'il faut sauver ces gens-là. Mais en attendant, l'État côtier a le droit de refuser. Mais bien sûr, après, il y a des conventions internationales, la Convention européenne, la Convention de Genève, tout ça, qui font qu'en effet, il faudrait peut-être faire prévaloir les droits de protection des hommes. Oui, Benjamin Morel. Puis il y a la question de comment est-ce qu'on gère ensuite ces flux. Parce qu'en réalité, Gérald Darmanin a beau jeu de dire oui, mais etc., le droit international. Mais je rappelle qu'il y a les accords de Dublin qui, normalement, remettent cette affaire-là sur le dos de l'Italie, qui n'a pas les moyens de gérer les choses. Et vous ne pouvez pas dire non. Giorgia Meloni a dit non. Oui, c'est ça, mais vous ne pouvez pas dire l'Italie est aujourd'hui dans les mains de frères d'Italie et c'est pas bien, etc. On ne veut pas de rapport avec ce nouveau gouvernement et ne pas comprendre la source aujourd'hui de la montée de la Liga et de frères d'Italie. C'est-à-dire que les accords de Dublin aujourd'hui sont dysfonctionnels. On a mis sur le dos de l'Italie la gestion d'une crise qu'elle n'a pas les moyens de gérer. Et en effet, que l'Italie ensuite regimbe, on ne peut que le comprendre. Moi, je suis d'accord avec Philippe Ballard. Là, on parle d'un nombre quand même assez restreint de migrants. Donc, dans l'immédiateté, il faut réagir selon des principes d'humanité et puis les soigner en France et peut-être les accueillir et éventuellement les mettre dans des centres en attendant leur expulsion, s'ils ont encore des papiers, si on arrive à obtenir les OQTF, etc., ce qui n'est pas dit du tout. Après, moi, je comprends tout à fait la politique de l'Italie. Je veux dire, au bout d'un moment, on a un parti qui s'est fait élire sur le fait de traiter l'immigration. Ils ont déjà accueilli un bateau, ils en ont laissé 2 autres. Le problème, c'est que s'ils acceptent les 2 autres, ils rentrent dans le jeu des passeurs. Donc, on ne peut pas éternellement faire ça. Il y a déjà eu des scandales. Et puis, par ailleurs, s'il y a des incidents par la suite avec ces migrants qui arrivent, qui sera responsable ? C'est une question qui peut se poser. Avançons un tout petit peu. Beaucoup d'exemples de mineurs isolés qui ont... Une dernière chose sur cette journée, puisqu'on revient au Rassemblement national. Il y a une polémique qui est en tous les cas, un problème. Steve Briouat. Et là, vous allez m'expliquer, Philippe Ballard, ce qui se passe. Il a été évincé de la direction du parti. C'est le maire, pour les téléspectateurs qui ne le connaissent pas, le maire d'Hénin-Beaumont. Hénin-Beaumont, c'est le fief du Rassemblement national. Et alors, il a poussé un coup de gueule puisqu'il considère que Jordan Bardella se focalise trop sur l'immigration et l'identité. Voilà ce qu'il aurait dit. Cela n'aurait été qu'un prétexte pour ne pas avouer ce qui apparente davantage à un début de purge contre ceux qui défendent la ligne sociale. C'est un virage qui m'inquiète car je n'ai pas envie que nous retombions demain dans ce qui était le FN il y a 20 ans. Vous répondez quoi à Steve Briouat ? Il n'y a qu'une ligne, c'est la ligne Marine Le Pen. Et que ce soit Jordan Bardella comme Louis Alliot, ont respecté cette ligne. D'ailleurs, Marine Le Pen avait dit, si un des candidats, il pouvait y en avoir plus d'ailleurs, sort de ce que j'ai construit depuis 10 ans, c'est-à-dire ma ligne politique, là j'interviendrai dans le débat. Elle n'est pas intervenue puisque que ce soit Jordan comme Louis sont restés dans cette ligne de Marine Le Pen. Mais ça veut dire qu'il n'y a qu'une ligne, c'est Marine Le Pen, ça veut dire que Jordan Bardella est une marionnette, qu'il doit respecter, qu'il a le doigt sur la couture. Ce qui est construit depuis 10 ans, c'est le programme de Marine Le Pen à laquelle on a... Moi j'ai eu la chance de faire la campagne de Marine et je voyais tous les jours quasiment Jordan, c'était le programme qu'on portait et qui est toujours d'actualité, c'est celui qu'on défend à l'Assemblée nationale. Il n'y a pas de fracture avec la ligne sociale. D'ailleurs, Jordan Bardella, si vous avez retransmis, écouté son discours tout à l'heure, a insisté sur cet aspect, ce volet social. Parce que quand on dit qu'est-ce que ça veut dire insister sur le volet social ? C'est-à-dire qu'on s'inscrit en faux contre ce qu'on nous a vendu depuis des dizaines d'années, la mondialisation heureuse, qui est une fumisterie sans nom. On a mis dans le fossé des millions de Français, des chefs d'entreprise, des salariés, des agriculteurs, parce qu'on nous a mis avec les accords de libre-échange en concurrence avec des pays qui n'ont pas les mêmes règles fiscales, sociales, environnementales, etc. etc. Donc la ligne sociale, on l'a toujours. Bon, Steve Briouat, vous lui répondez quoi donc ? Clairement, vous lui dites, Steve, vous allez trop loin là. Ah, vous normalisez, on devient un parti comme un autre, on se normalise puisque deux fois il y a une voix un peu dissonante. Il va quitter le parti. Ça se regrette, mais faut lui demander, j'en sais rien. Faut lui demander. J'en sais rien. Est-ce qu'il va quitter le parti ? Et est-ce qu'il doit rester ? Est-ce qu'il doit rester ? Moi, je souhaite qu'il reste, oui, évidemment. D'accord. Il a été élu maire. C'est une des premières mairies qu'on a gagnées, je crois que c'était en 2014. Exactement, c'est le fief du Rassemblement national. Avec de très beaux scores. Fief de Marine Le Pen. Avec de très beaux scores.
Chef de Marine Le Pen, donc du Rassemblement national. Il nous reste quelques minutes et je veux qu'on avance et on va remercier Philippe Ballard puisque la journée a été longue, les heures ont été longues pour vous, député du RN. Et là, on va faire à part si vous voulez rester encore 5 minutes, parce qu'on a un sujet sur les écolos, vous savez, ces activistes qui multiplient les actions coup de poing. Il y a eu une nouvelle action ce samedi au pied du ministère des Finances, à Bercy, à Paris. Ce sont 10 militants qui bloquent et qui posent problème à des centaines d'automobilistes. Ce qui est intéressant, c'est que mercredi, il l'avait fait à l'Assemblée nationale, au pied de l'Assemblée nationale, et que 9 personnes avaient été interpellées. Vous savez ce que c'était la sanction pour ces 9 personnes ? Rappel à la loi. Donc finalement, c'est un appel à recommencer, en quelque sorte. Vous voyez la séquence du jour, parce qu'il y a un automobiliste qui s'énerve et qui dit « Mais attendez, j'ai un fils dans ma voiture qui est asthmatique. » Donc là, c'est de la mise en danger de la vie d'autrui. Dégagez. Dégagez. En vrai, la police, ça arrive. Mais j'en ai rien à foutre de la police. Moi, c'est mon enfant qui m'a inscrit. La police arrive, j'en ai rien à foutre. J'ai un enfant qui fait une crise d'asthme, s'il vous plaît. C'est vraiment dans la voiture. Faut vraiment avancer. C'est de la non-assistance à personne en danger. Alors tu dégages. Vas-y, chef, dégage-moi ça. Dégage. Allez-y, avancez. Je précise juste que lundi dernier, un véhicule de pompiers, et là on est en Allemagne, est arrivé en retard en raison d'un bouchon créé par une telle action à Berlin pour porter secours à une cycliste. Elle avait 44 ans, elle est morte. Est-ce qu'aujourd'hui, il faut craindre qu'une telle situation arrive si ces actions se multiplient? Et que dit la loi? Et là, je me tourne vers vous, maître Sandrine Pégan. La loi, elle est très simple. Eux ne bénéficient pas non plus d'une immunité, encore moins d'une impunité. Et donc, c'est un délit. Là, par exemple, ça aurait pu être un délit d'entrave à la circulation des véhicules terrestres, tout simplement. Et vous le disiez en plus, que justement, par rapport au fait que les camions de pompiers, par exemple, ne peuvent pas circuler librement, derrière aussi, il peut y avoir la mise en danger d'autrui. Et c'est donc ces deux choses sur lesquelles ils peuvent éventuellement être punis par la loi. Et donc le délit d'entrave à la circulation, c'est puni de 2 ans d'emprisonnement, 4 500 € d'amende, et il peut y avoir aussi 6 points de permis retirés, et une suspension éventuelle aussi de passer le permis. Donc en fait, la sanction maximale, c'est 2 ans de prison, et aujourd'hui, pour les 9 militants, on a des rappels à la loi. Oui, mais quand même, la désobéissance civile est reconnue à la fois par la Cour de cassation et par la Cour européenne des droits de l'homme. Donc il faut bien voir que chaque fois, il y a un contrôle qu'on a dit de proportionnalité, grosso modo. Est-ce que vraiment la loi que vous avez enfreinte, eh bien, vous l'avez enfreinte de telle manière qu'il y a pu avoir des dégâts sur autrui, ou est-ce que votre geste était purement symbolique et permettait d'interpeller? Donc les actions de désobéissance civile sont envisageables à condition qu'elles ne causent pas de dégâts. Or, aujourd'hui, avec ces actions-là, on voit que la limite est souvent franchie et que là, il y a une réadaptation des sanctions qui est nécessaire. C'est toujours la même chose et c'est ça la crainte, c'est-à-dire qu'il va falloir attendre qu'un drame arrive pour qu'on réagisse. Mais c'est pour ça que ces organisations ont perdu la culture, parce que les écologistes, historiquement, ont toujours su justement jouer sur cette frontière. Aujourd'hui, ils perdent ce sens de la justice. En tous les cas, ils jouent avec la patience des automobilistes et j'ai l'impression qu'ils la perdent très rapidement désormais. Oui, là, on parle beaucoup de loi, de légalité, mais en réalité, ces militants se placent au-dessus de ce prisme de la légalité, puisqu'on a tellement moralisé en fait le sujet de l'écologie en parlant de négationnisme, en accusant tout celui qui n'adhérait pas à cette nouvelle religion comme un diable, en parlant de Greta Thunberg comme d'une sainte. On a tellement moralisé que ces militants n'agissent plus au nom simple de leurs convictions, ils agissent au nom du bien. Donc quand on agit au nom du bien moral et presque religieux, eh ben on se permet de trahir la loi des hommes. C'est le débat d'Antigone, la légitimité contre la légalité. Ces jeunes-là se croient dans la légitimité, donc ils se croient tout permis. Monsieur le député, on fait comment? Je crois que c'est d'une bêtise sans nom, ces actions. Et en plus, je pense que ça dessert la cause qu'ils entendent soutenir. Parce qu'il y a une prise de conscience. Alors, chacun ses solutions. Nous, on est pour la démétropolisation, le localisme, etc., pour essayer les circuits courts, etc., arrêter que ces supertankers fassent des milliers de kilomètres et traversent les océans en polluant. Tout le monde est d'accord là-dessus. Mais là, je pense que ceux qui sont au plus près de leur idéologie, en quelque sorte, les écologistes, je pense qu'il y en a qui vont se séparer de ces gens-là, ou en tout cas désavouer leur action, et donc que ça va à l'encontre
de ce qu'il souhaite défendre. Oui, mais vous ne répondez pas quelle sanction, monsieur le député, c'est quoi la sanction? Rappel à la loi, ça vous va? Je ne connais pas aussi bien le code civil que le code pénal, pardon. Mais maximal. Non, mais s'il y a mort d'homme, enfin, je veux dire, ce que vous dites. Non, mais ce que vous dites en Allemagne, il y a une personne qui en est décédée. Voilà. Oui, mais au niveau des sanctions, je veux dire, là, on ne peut pas sanctionner une personne tout de suite avec de l'emprisonnement ferme si surtout c'est un primo-délinquant. Mais vous pouvez mettre une amende. Je peux vous dire que l'amende de 4 500 € parfois, ça fait plus mal qu'un procès un peu plus long. Quand même que 48 heures de garde à vue pour des primo-délinquants, ensuite après ils passent devant un délégué du procureur. Mais je peux vous assurer que parfois la vertu pédagogique de la garde à vue aussi, elle fait son effet. Écoutez, que Dieu vous entende. Merci à tous les trois. Dans un instant, la suite de Soir Info Week-end. Benjamin Morel, vous jouez les prolongations? Il paraît. Bon, vous avez le droit. Merci beaucoup. À tout à l'heure. Merci.